Bonjour, je vais donc vous présenter ce soir le thème 33 sur le discours explicatif. Alors nous allons bien entendu voir en premier lieu le plan que je vais développer. Donc nous allons premièrement définir le discours explicatif. Ensuite nous expliquerons quel est le rôle du professeur, quel doit être le travail de l'élève. Nous essaierons de trouver où on rencontre des discours explicatifs, que ce soit dans des domaines littéraires ou pas, dans des domaines écrits ou pas. Nous verrons la relation entre l'explication et la narration, mais également entre l'explication et l'argumentation. Nous verrons le rôle joué par l'image dans l'explication. Nous insisterons un petit peu plus après sur l'organisation du texte explicatif, sur les procédés d'écriture qui sont utilisés. Et pour finir, nous verrons comment travailler le discours explicatif avec les élèves. Je vous laisserai une petite bibliographie très rapide à la fin. Alors tout d'abord, le discours explicatif, c'est quoi? Pour le dictionnaire Le Robert, c'est rendre clair ce qui paraît obscur. Donc il va toujours répondre à une question que pourrait se poser le lecteur ou l'interlocuteur, puisque nous l'avons vu, ça peut être un discours explicatif écrit ou un discours explicatif oral. Donc il répond à plusieurs questions qui sont généralement comment et pourquoi. Donc je vous ai mis 2 ou 3 questions ici. La première, un petit peu humoristique. Dis papa, comment on fait les bébés? C'est une question qui revient régulièrement chez les enfants. Je ne sais pas si, pour parler de culture un petit peu française, si vous connaissez cette publicité française sur le lait, où l'enfant, la jeune fille demande à son père, dis c'est quoi cette bouteille de lait? C'est quoi cette bouteille de lait? Le père ne répond pas. Elle finit par demander à son père, dis papa, comment on fait les bébés? Et le père revient sur la bouteille de lait parce qu'il ne veut absolument pas répondre à cette question. Ensuite, pourquoi, dis maman, pourquoi les hirondelles partent à l'automne? Ou dis papa, pourquoi tous les poissons de la rivière sont morts? Là, 2 explications de fonctions peuvent entrer en jeu. Tout d'abord, ça peut être faire comprendre, informer, pourquoi les hirondelles partent à l'automne. On informe pourquoi les hirondelles sont des oiseaux migrateurs, et donc partent tous les hivers pour rejoindre les pays chauds. Mais sur la deuxième question, dit papa, pourquoi tous les poissons de la rivière sont morts? On explique, mais en plus, on encourage à agir, on incite à agir. Parce que si les poissons sont morts, c'est qu'il y a eu une pollution, et donc on encourage l'enfant peut-être à réfléchir à des solutions pour éviter dans l'avenir ces pollutions. Donc on encourage l'enfant ou la personne à agir. Alors j'ai choisi comme titre le rôle du professeur ou de l'enseignant. Alors attention, je ne conçois pas ici le mot professeur comme uniquement le professeur d'école. Mais le professeur, ça peut être toute personne qui explique. Donc ça peut être un professeur en effet d'école qui explique à ses élèves, mais ça peut être également un père ou une mère qui explique à ses enfants. Ça peut être un propre enfant qui explique à d'autres enfants, nous le verrons, apprendre à apprendre, comment réutiliser ses savoirs pour pouvoir réexpliquer par derrière. Donc professeur, j'entends toute personne qui est capable d'expliquer. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, et là on voit la différence entre l'enseignement et l'éducation. L'enseignement, c'est le prof, l'éducation, ce sont les parents. Donc savoir expliquer, c'est une compétence qui est essentielle parce que c'est une demande en général des enfants. L'homme, en général, a besoin qu'on lui explique pour pouvoir se construire. Bon là, on part un petit peu dans des domaines un petit peu plus larges et des domaines que l'on verra dans d'autres thèmes où, au cours des décennies qui nous ont précédés ou des siècles qui nous ont précédés, les méthodologies qui étaient mises en place dans l'enseignement n'accordaient pas à l'élève cette capacité ou ce droit à l'explication. On apprenait par cœur,
Et c'était comme ça. On n'avait pas d'explication, on n'avait pas de raison, on n'avait pas de motivation expliquée pour apprendre. Il fallait apprendre par cœur. C'est, nous allons le voir prochainement aussi, c'est par exemple ce que reprochait Rabelais à la scolastique, à l'école du Moyen-Âge, mais c'est une école que l'on retrouve également au 19e ou au début du 20e siècle, où il fallait, là encore, apprendre par cœur des pages entières de cours, sans réellement réfléchir à l'importance de cet enseignement. Donc, cet enseignement explicatif, il est valable dans toutes les matières, qu'elles soient intellectuelles, manuelles, techniques, scientifiques. L'homme a besoin qu'on lui explique, à l'oral comme à l'écrit. Et l'enseignement, son rôle, donc l'enseignant, pardon, son rôle, donc votre rôle, va être quotidiennement d'informer, d'expliquer, d'argumenter. Et le rôle de l'élève sera, quant à lui, de comprendre ce que vous lui expliquez et d'être capable de le réexpliquer avec ses propres termes, avec ses propres mots, pour peut-être l'expliquer à ceux qui n'ont pas compris ou l'expliquer à son tour à d'autres personnes qui n'étaient pas présentes. Donc c'est ce qu'on appelle la compétence d'apprendre à apprendre, la réutilisation des connaissances pour en apprendre d'autres. Alors, où trouve-t-on des discours explicatifs? Dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de genres. Nous allons d'abord voir les genres non littéraires, les dictionnaires, évidemment, les encyclopédies, les manuels documentaires et la presse sont des manuels spécifiquement explicatifs. Une définition donnée par un dictionnaire est explicative, évidemment. Le but, c'est d'informer, c'est de transmettre un savoir, de transmettre éventuellement un mode d'emploi. Le mode d'emploi du dernier ordinateur que vous avez acheté, ou le mode d'emploi du téléphone portable que vous venez d'avoir, c'est explicatif. Une recette est explicative, une notice est explicative, un itinéraire est explicatif. Donc il y a beaucoup de choses, un règlement, une loi est explicative. L'explication vise à faire comprendre pour faire agir le discours scientifique. Donc, on le trouve sous énormément de formes dans les genres non littéraires. Mais on le trouve également dans les textes littéraires, dans les œuvres de fiction. Elle est très souvent mêlée à la description, notamment dans les récits naturalistes, par exemple, l'explication a une valeur démonstrative. Dans les discours narratifs, elle permet de créer l'effet de réel et de crédibiliser le récit. Dans le théâtre classique, on la retrouve dans les scènes d'exposition, quand elles sont descriptives et explicatives. Dans les récits fantastiques également, on trouve énormément d'explications, parfois naturelles, parfois réalistes, qui permettent de comprendre un petit peu, de mieux comprendre. Le roman policier est explicatif, surtout en fin de roman policier, quand le policier permet de résoudre l'énigme. Et enfin, ce discours explicatif, on le trouve dans toutes les situations de communication orale, qu'elles soient réelles ou simulées, dans les interviews, au théâtre, dans les dialogues romanesques, etc., etc. On retrouve du discours explicatif un peu partout. Il peut être objectif, il peut être un petit peu plus subjectif parfois, mais on le retrouve réellement dans tous les documents. Il y a une relation étroite entre l'explication et la narration. Quelquefois, la narration a besoin d'explication. Donc il y a une pause dans la narration qui permet à l'auteur, au narrateur, d'expliquer quelque chose sur les personnages, sur le lieu, sur le temps, etc., etc. Donc une explication s'insère au milieu de la narration. Toutefois, tout n'est pas expliqué. C'est un petit peu le rôle du lecteur de trouver les solutions. Quelquefois, c'est le jeu un petit peu du chat et la souris entre le narrateur, entre l'auteur et ses lecteurs. Il laisse un certain suspense, un certain mystère. Il n'explique pas tout. C'est dans la logique du jeu
du rôle de l'auteur de ne pas tout divulguer. Mais dans tous les cas, ces séquences explicatives permettent de répondre à certaines questions et elles insèrent des pauses dans le récit. L'explication est en lien étroit également avec l'argumentation. Elle permet de justifier un point de vue, de présenter un argument abstrait en développant une cause, une relation logique. Donc l'explication est donc un acte indirect de l'argumentation. L'image. L'image peut accompagner un texte et le remplacer pour expliquer, garantir l'exactitude de l'explication. Une image, sauf si bien entendu il y a une transformation de cette image, mais une image normalement apporte une preuve, elle explique parfois beaucoup mieux que les mots. Elle répond, comme je l'ai dit là, aux questions, comment cela se fait-il, pourquoi cela s'est-il produit. L'image permet de beaucoup mieux comprendre. Ici, je vous ai mis une image à un tableau. Donc le tricheur à l'as de trèfle de la tour. Et on voit par cette image que le tricheur est représenté d'une manière différente. Il n'a pas les mêmes habits que les autres. Il est beaucoup plus dans l'ombre. On voit immédiatement qui est le tricheur. Donc cette explication, elle est fournie dès le départ par l'image. C'est un travail que vous pouvez faire d'ailleurs avec vos élèves, le travail de l'image, pour retrouver un petit peu, expliquer, trouver les explications à une question. Généralement, dans un discours explicatif, dans un texte explicatif, le déroulement est systématiquement chronologique. Les différentes étapes de l'explication doivent s'enchaîner de manière logique. Les faits et les causes doivent être articulés. Donc on distingue l'explication factuelle, qui se réfère à la chronologie, et l'explication argumentative, qui se réfère à la logique, au raisonnement. Donc je vous ai montré deux phrases différentes. La pelouse est brûlée parce que je n'ai pas arrosé, ou tu as oublié d'arroser puisque la pelouse est brûlée. Donc la première était factuelle, la deuxième est argumentative. Lorsque vous organisez un discours explicatif, en général, on le divise en trois parties. Vous allez voir qu'on retrouve un petit peu le plan du discours argumentatif. C'est pour ça que j'ai fait un lapsus tout à l'heure, parce que le plan sera exactement le même entre l'argumentation et l'explication. On se pose une problématique au départ, on répond à cette problématique et on apporte une conclusion. La seule différence entre l'explication et l'argumentation, c'est que l'explication normalement doit être neutre, alors qu'elle doit être objective, alors que l'argumentation sera subjective. On donne son opinion dans l'argumentation, alors qu'ici on apporte des faits d'une manière neutre et objective. Alors, je vous ai cité plusieurs procédés d'écriture que l'on retrouve très régulièrement dans les discours explicatifs. Tout d'abord, les temps verbaux. Généralement, ils sont au présent de vérité générale, comme dans les documentaires. Le vocabulaire technique est régulièrement utilisé. On utilise également les verbes d'état. Alors, les verbes d'état, c'est être, ressembler, sembler, paraître, etc. On l'utilise par exemple pour les définitions. Je vous en ai mis une là. La scolopendre est une sorte de mille-pattes géant et venimeux. Est une sorte au présent et un verbe d'état. On se réfère très souvent à des exemples qui rendent l'explication plus concrète. Les sans-abri font face à des conditions difficiles. Ils ne disposent souvent que d'une seule couverture et de moins de 2 € par jour pour survivre. Donc là, j'ai bien précisé, j'ai expliqué pourquoi les conditions sont difficiles. Parce qu'ils n'ont pas
de couverture suffisante pour se réchauffer et ils n'ont pas d'argent. Le discours explicatif également utilise très souvent la voix passive et la voix pronominale. Les formes verbales impersonnelles comme « il est établi que »,« il est important que », définition, paraphrase également, que l'on retrouve très régulièrement. Les nominalisations, notamment dans les titres de journaux, mais également les présentatifs. Voici, il y a, il existe. Il y en a d'autres procédés qui vont suivre à la page suivante. Les phrases interrogatives ou interronégatives, comme les questions rhétoriques. Ce fait n'est-il pas avéré? N'est-il pas évident que? Ce sont des procédés d'écriture spécifiques du discours explicatif. Les connecteurs temporels et spatiaux également. Des références à des expériences, à des exemples ayant valeur de preuve, ou à des personnes qui font autorité dans un domaine précis. Par exemple, pour un discours explicatif scientifique, on va se référer à un scientifique extrêmement célèbre qui a dit ça et on prend sa parole comme quelque chose de net et d'objectif. On peut utiliser des citations de personnes connues également, comme celle de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et on explique grâce à cette citation. Les figures de style régulièrement utilisées sont la comparaison ou la métaphore. Par exemple, la hauteur de la nouvelle tour Burj Khalifa à Dubaï est équivalente à 3 fois les 3 tours Eiffel l'une sur l'autre. Donc là, il y a une comparaison. Les syllogismes. Tous les hommes sont mortels, or Socrate était un homme, donc Socrate est mortel. Ou les mises en page, les typographies, comme celle que j'ai mise en place dans ce diaporama. J'espère que vous l'avez remarqué. Les différentes couleurs, les surlignages, les caractères gras, les décalages de lignes par rapport à d'autres, tout ça aide à l'explication. Donc typographique, paragraphe, numérotation, couleur, image, etc. Notes, parenthèses, les notes de bas de page par exemple, ou les parenthèses, permettent de mieux expliquer. Dernière diapo, comment travailler avec les élèves? On peut travailler les questions suivantes. Qui explique à qui? Qu'est-ce qui provoque l'explication? Quel est l'obstacle à la compréhension? Quels sont les objets d'explication? Quelles sont les marques linguistiques du passage à l'explication? Quelles sont les caractéristiques du discours explicatif? Et le but, c'est de faire répéter à l'élève, de demander à l'élève de reformuler, de paraphraser les explications que vous avez fournies pour qu'il se construise lui-même et qu'il soit capable de, à son tour, de fournir des explications sur les savoirs qu'il a acquis. Et c'est un petit peu ce que j'essaye de faire avec vous, notamment dans la grammaire, c'est que les explications que je vous fournis, que vous soyez capable, vous, de les réutiliser pour expliquer à vos élèves les différences qu'il peut y avoir, par exemple, d'une grammaire à l'autre, d'une syntaxe à l'autre, en français, espagnol. Donc, j'essaye de vous expliquer pour que vous compreniez et que vous soyez capable de réexpliquer, apprendre à apprendre et réutiliser les savoirs acquis. Donc voilà le but, très souvent, du discours explicatif. Je vous ai fourni en page suivante 3 petites références bibliographiques. Il n'y en a pas besoin de 50 non plus. Donc voilà, 3 références bibliographiques. J'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre le discours explicatif. Bien entendu, ce document va en complément du thème, je ne sais plus où c'est, je l'ai mis, mais du thème que je vous fournis, je crois qu'il est là. Voilà, ok. Donc, il vient en complément de ce document-là, qui se présente, parce que je l'ai remis un jour, qui se présente un petit peu d'une autre manière, mais donc c'est ce document-là. Lisez tout d'abord le thème complet, et ensuite essayez de revoir cette vidéo. Peut-être que ça vous aidera, je l'espère en tout cas, à mieux comprendre. Merci, au revoir.